Portrait d'entrepreneurs engagés, un podcast imaginé et proposé par le pôle entrepreneurial réaliste de la région Occitanie. Enercop est un fournisseur d'électricité un peu spécial. Il fournit et produit de l'énergie 100% renouvelable. L'entreprise est divisée en coopératives réparties sur toute la France. Simon Cossu est directeur général d'Enercop pour le Languedoc-Roussillon. Il nous parle de ses débuts à Enercop. C'était, je pense, en 2006-2007, je commençais ma carrière professionnelle dans les énergies renouvelables. À l'époque, on parlait d'ouverture du marché de l'électricité. Et donc, s'est créée une coopérative nationale qui s'appelait Enercop, qui s'appelle toujours Enercop, qui est encore là, 20 ans plus tard, qui était la première à proposer une offre 100% renouvelable. Donc, je suis devenu rapidement consommateur et sociétaire de cette coopérative. Une offre 100% renouvelable, ça fonctionne comment ? Alors, qu'est-ce qu'un fournisseur d'énergie ? Alors, notamment pour l'électricité, c'est un opérateur économique qui, d'un côté, achète des volumes à des producteurs, et de l'autre côté, les vend à ses consommateurs et charge à lui d'équilibrer entre les deux la production et la consommation en temps réel. C'est pas toujours simple, donc il y a aussi le marché qui peut faire tampon. Bon, je vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais c'est une connexion économique entre des producteurs et des consommateurs. La spécialité d'Enercop, c'est de proposer à ses adhérents de l'électricité 100% renouvelable. Comment est-ce que vous faites pour trouver de l'électricité 100% renouvelable ? Ouais, la promesse qu'on fait, c'est de commercialiser, donc de vendre à nos clients autant d'énergie que ce qu'on a acheté à nos producteurs à la maille annuelle. C'est-à-dire que on fait le total au 31 décembre sur l'ensemble de l'année. On n'est pas capable de le faire en temps réel. On le fait à peu près 75% du temps, mais c'est vrai qu'il y a 25% du temps où nos consommateurs en fait consomment plus que ce qu'injectent nos producteurs. C'est pour ça qu'on dit on travaille à la maille annuelle, parce qu'en temps réel, on n'est pas encore capable de le faire. On y travaille, mais c'est pour l'instant pas possible. Et donc, nos producteurs sont des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des panneaux solaires. Et on essaye de faire en sorte que toute cette énergie, elle corresponde en temps réel à l'énergie consommée par nos clients. Simon Cossu, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous engager dans le réseau Enercop ? Eh bien, je pense que la principale source de persuasion, si je puis dire, ou d'attirance que j'ai éprouvée à ce moment-là, c'est le fait que ça soit une coopérative d'intérêt collectif, que les actionnaires soient les clients, les producteurs, les consommateurs, les collectivités locales, que ce soit un projet d'intérêt général qui soit là au service des humains et non pas des humains au service d'un projet économique, voire simplement au service de la rentabilité servie à certains actionnaires qu'on ne connaît même pas. Voilà, donc là c'est vraiment un projet qui est très humain, très centré sur le pourquoi on fait ça. C'est d'abord et avant tout pour nous, pour nos territoires, pour notre santé économique et notre bien vivre ensemble. Et ça m'a vraiment intéressé. Il y a plein d'autres raisons, mais celle-là c'était la principale. Et ensuite aussi parce que je suis arrivé à un moment dans le projet Enercop où moi j'ai un parcours d'ingénieur. En fait, j'ai fait ma formation à l'école des mines à Alès. Et quand je suis arrivé, finalement, au sein d'Enercop, la dimension production d'énergie renouvelable n'était pas encore très présente. Et c'est des compétences qu'on a pu apporter au sein du réseau Enercop. Je dis on parce que j'ai embarqué dans cette histoire aussi certains de mes anciens collègues, d'autres connaissances de mes réseaux professionnels de l'époque. Et on a, du coup, ça se construit aujourd'hui par l'existence d'un outil qui s'appelle Enercop Production, dont la moitié de l'équipe est basée ici à Montpellier et qui est un outil de mutualisation au service de l'ensemble des coopératives Enercop pour leur faciliter la vie sur le déploiement de nouvelles sources de production. Donc on va retrouver des cartographes, des gens qui sont spécialistes de l'agrivoltaïsme par exemple pour faire une analyse fine des projets. Enfin, voilà, on a des compétences qui sont présentes ici dans la région qui sont très fortes et on a un formidable vivier de compétences. C'est vraiment... Montpellier est un des berceaux des énergies renouvelables à l'échelle nationale et malheureusement la métropole l'a laissé un peu de côté pendant trop longtemps, même si aujourd'hui elle est en train de rattraper ce temps perdu. En tant que fournisseur d'électricité alternatif, comment se faire une place parmi les mastodontes du secteur ? Bon, se faire une place. Aujourd'hui, je pense pas qu'on les gêne beaucoup. On dessert 100 000 compteurs. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais en fait, en termes de part de marché, c'est même pas 0,5%. Voilà, donc on est aujourd'hui plutôt sur une logique de bouche à oreille. Enfin, on a toujours été comme ça. On se développe de manière très mesurée. On fait pas du porte-à-porte. On fait pas des grandes campagnes de com dans les médias nationaux à coups de millions d'euros. C'est pas du tout notre stratégie. L'argent de nos clients vaut mieux que ça. L'argent de nos clients, on s'en sert pour développer notre projet humain, social, sociétal et environnemental en faisant des mesures intéressantes sur les outils de production.
Voilà. Donc nous, si on se fait connaître, c'est principalement parce que nos clients sont copropriétaires de l'entreprise et c'est eux qui vont aller convaincre leurs voisins, leurs cousines, leur entreprise de s'intéresser à ce qu'on fait. Et s'ils s'intéressent, mécaniquement, ils trouvent que c'est bien. Et si le cœur leur en dit, ils peuvent tout à fait souscrire chez nous. C'est pas toujours simple pour certains de franchir le pas. Parce qu'il y a beaucoup de barrières psychologiques. Mais aujourd'hui, on est moins cher que le tarif réglementé de vente d'EDF. On est assez compétitif par rapport à d'autres concurrents. Bon, pas les plus agressifs parce qu'eux, ils cassent les prix. On ne sait pas trop comment ils font. Si ce n'est à s'approvisionner à bas coût sur les marchés. Mais en tout cas, voilà, nous, on conserve cette logique d'avoir quelque chose qui est très qualitatif, qui a un bienfait à la fois pour l'environnement, mais aussi pour les humains. Justement, au sein d'Enercop, comment l'aspect humain est traité ? C'est une coopérative, donc est-ce que ce sont des décisions qui sont prises de façon horizontale ? Est-ce qu'il y a une politique sociale particulière au sein d'Enercop ? Comment est-ce que ça se passe ? Merci pour cette question. C'est vraiment une attention de tous les jours, notamment pour le entre guillemets dirigeant que je suis, parce que je mets bien des guillemets parce qu'en fait on essaie de créer un système de gouvernance le plus horizontal possible, où chacun est responsable de lui-même et de sa place au sein de notre coopérative, qu'il soit salarié, coopérateur, sociétaire. Alors, on essaye aussi de redonner du sens au mot démocratie. On aime bien parler de gouvernance partagée. On essaie de créer un lieu où les personnes sont respectées dans leurs choix, dans leur volonté et écoutées dans les prises de décision, de sorte à ce qu'on ne fonctionne pas au consensus parce que c'est assez dur à atteindre. On met rarement tout le monde parfaitement d'accord. Par contre, on fonctionne ce qu'on appelle au consentement ou à la gestion par objection. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui objecte et qui a une vraie raison de le faire, en fait, c'est un cadeau qu'il fait au groupe parce que c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas vu ou quelque chose qui va permettre de vraiment changer le point de vue et améliorer les propositions qui sont en cours de décision. Donc, on a vraiment, depuis 10 ans maintenant, expérimenté ces modes d'organisation en termes de gouvernance partagée. On fait même de la formation sur ces sujets, puisque on considère que c'est vraiment un changement de logiciel qui concerne l'entreprise, mais qui concerne tout le fonctionnement des groupes humains, quelque part. Ça peut être applicable aux collectivités, aux associations, enfin à chaque endroit où les personnes se rassemblent pour construire des projets ensemble. Et donc ça permet de remettre chacun sur un principe d'équivalence. Voilà, personne n'a plus de poids que quelqu'un d'autre, déjà ça c'est important. Et puis ça permet aussi dans les méthodologies qui sont utilisées. Beaucoup disent ouais mais vous perdez un temps monstrueux avec ça, c'est vraiment de la foutaise. On s'est vraiment, je vais pas dire fait traîner dans la boue parce que c'est peut-être un peu fort, mais un peu jugé là-dessus. Jugé, voire tourner un peu au ridicule, mais en fait aujourd'hui je mesure à quel point on gagne du temps avec ça et à quel point ça a un bienfait économique aussi. Puisque les gens s'y retrouvent, nos salariés restent plus longtemps que dans les autres boîtes. On en parle très peu du turnover comme un coût économique pour les entreprises, mais quand vous passez 6 mois à recruter quelqu'un, que vous mettez 6 mois de plus à le former, et qu'au bout de 12 ou 18 mois il s'en va, en fait il vous a coûté 2 fois plus que son salaire en vrai. Donc nous on essaie vraiment d'être dans cette logique-là, de prendre soin des personnes, de leur donner une vraie place, une place qui est aussi qui peut être... voilà, on parle toujours de monter les échelons. Mais à certains moments de la vie, on a besoin aussi d'être en retrait, de s'occuper plus de sa famille que de son travail. Et aujourd'hui, le monde tel qu'il est conçu, il ne permet pas d'ajuster en fonction de ses situations de vie. Et là, donc, on a un ajustement, nous, qui est en temps réel, où les salariés peuvent exprimer à n'importe quel moment leur désir d'évolution, de prise de responsabilité ou de retrait par rapport à certaines responsabilités. Et moi, j'ai une équipe heureuse, vraiment. Et enfin, ça m'émeut un peu parce que vraiment, je crois que c'est ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir cette équipe qui a la pêche, qui est contente de venir et qui est contente de construire ensemble. Voilà. Et j'imagine que si j'étais pas là, ça se passerait aussi bien. Et donc ça, c'est vraiment chouette aussi. Quelle différence vous faites entre les coopérateurs et les sociétaires ? Parce que vous avez parlé des deux et c'est la même chose ? Oui, c'est à peu près la même chose. C'est vrai qu'on peut aller dans une définition très théorique, sémantique, mais pour moi, ça reste la même chose, les coopérateurs, les sociétaires. Coopérateurs, je pense, c'est plutôt les sociétaires investis, pas simplement en termes financiers, mais aussi en termes de temps et de choses qu'ils apportent, de liens, de projets, de points de vue ou de participation même à nos instances. Vous écoutez Enercop, c'est une belle histoire qui fonctionne bien, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés et est-ce que vous en rencontrez encore pour développer ce réseau ? Oui, on reste une entreprise, ça reste une aventure, une belle aventure certes, mais dans une aventure il y a toujours des rebondissements.
On a connu la pire crise sur le secteur de l'électricité de toute l'histoire il y a 2 ans, avec des prix stratosphériques. Oui, avec la guerre en Ukraine, oui. C'est plus les problèmes d'exploitation du parc d'EDF que la guerre en Ukraine qui a créé des prix stratosphériques. Vraiment, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur cette réalité, même si ça a joué aussi dans la balance. Aujourd'hui, il y a des prix négatifs sur les marchés, parce qu'on est en surproduction. Donc on est dans une période de chaos qui est une transition entre 2 mondes en fait, voilà. Donc c'est sûr que ça nous met en difficulté au quotidien pour donner des perspectives. Nous on travaille sur des temps longs et quand on a des fluctuations sur des temps courts, c'est très compliqué d'appréhender les temps longs. Donc c'est vraiment ces problématiques-là qu'on essaie de dépasser, et pour ça on a décidé il y a 3-4 ans de faire un virage stratégique au niveau du projet NERCOP, de dire on va aussi être producteur. Il faut absolument qu'on maîtrise une partie de nos approvisionnements pour stabiliser le prix de vente à nos clients. Et ne plus avoir des producteurs qui nous quittent pour aller trouver des prix plus intéressants sur le marché. Voilà, si je le dis poliment. Spécifiquement ici, dans l'ex-région Languedoc-Roussillon, est-ce que les gens sont sensibles aux énergies renouvelables ? Est-ce que vous sentez qu'il y a un terreau pour développer NERCOP spécifiquement ici ? Chaque région a ses spécificités, ses avantages, ses inconvénients. Ici, on a une perspective historique puisque la région a accueilli les premiers parcs éoliens. C'était il y a 30 ans, plus de 30 ans même, à Port-la-Nouvelle, la première éolienne de grande puissance. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de culture historique des énergies renouvelables. Mais a contrario, c'est aussi une région où il ne se passe plus rien en éolien depuis des années, parce qu'il y a beaucoup de contraintes et qu'il y a des verrous administratifs, mais qui correspondent aussi à une réalité environnementale. On a des paysages magnifiques, on a une biodiversité incroyable, on a des enjeux d'incompatibilité avec certaines autres activités qu'il faut regarder en face. Donc c'est pas simple, mais je dirais pas que le terreau soit le plus fertile ici en Languedoc-Roussillon. Il y a des régions où ça va beaucoup plus vite à développer de la production. Par contre, on a un très bon accueil sur, par exemple, la dimension d'implication citoyenne dans les projets. L'Occitanie, c'est si ce n'est la première région de France en termes de nombre de citoyens impliqués dans les projets d'énergie renouvelable, parce qu'il y a une volonté politique. Donc il y a un terreau, il y a surtout une bonne alliance des acteurs entre les professionnels du secteur, les collectivités, notamment le conseil régional qui a souhaité soutenir ces programmes-là, l'État aussi au travers de l'ADEME qui a accompagné et aidé ça. Donc c'est vrai qu'on a de la chance quand même. Simon Cossu, merci. Vous êtes le directeur général d'NERCOP pour le Languedoc-Roussillon. Merci. C'était Portrait d'entrepreneurs engagés, un podcast réalisé par Judith Perret de RCF Maguelonero en collaboration avec Sans Transition.